Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, arrivée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh à Dubaï pour prendre part à la COP 28 à Dubaï. Toujours dans l'actualité nationale, bilan et recommandations après un an de stratégie nationale lors du colloque sur l'handicap qui s'est tenu au Palais du Peuple aujourd'hui. Et enfin, dans l'actualité internationale, la pause humanitaire prolongée d'une journée à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début de soirée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour prendre part aux travaux de la 28e édition de la conférence des Nations unies sur le climat. Cette conférence des Nations unies sur le climat revêt d'une importance essentielle et cruciale, des plateformes d'échange et de concertation et de décision pour les pays du monde sur l'une des problématiques actuelles les plus en vue, les conséquences posées par le phénomène de réchauffement climatique. Près de 200 leaders politiques de premier plan ainsi qu'un nombre de participants estimé à plus de 70 000 personnes sont attendus. Cette conférence des Nations unies sur le climat repose sur le principe d'un sommet des chefs d'État et des gouvernements qui débouche sur un forum élargi auquel participent près de 2 semaines durant des officiels intermédiaires, des dirigeants des secteurs privés, des scientifiques de renommée internationale, des intellectuels et des représentants d'organisations non gouvernementales engagés en faveur de la préservation et de l'environnement. L'autre thématique phare de cette conférence a trait à la mise en œuvre définitive des fonds multiples de solidarité des Nations unies du monde sur le principe des problématiques posées par le climat. Sous l'égide de son premier magistrat, son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti est en phase avec l'ensemble des objectifs et ambitions de la COP 28. Une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdelkamil, accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement à Dubaï. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État à Dubaï de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des Émirats arabes unis, M. Moussa Mohamed Ahmed, et le directeur multilatéral du ministre des Affaires étrangères, M. Guelleh Idriss Omar, et la conseillère diplomatique du président, Mme Fathia Jama Oudin. Eh bien, le monde entier suit très près cet événement d'envergure qui est la COP 28 à Dubaï. Eh bien, notre équipe sur place, qui est actuellement à Dubaï, nous a fait part d'un extrait d'un reportage sur la résilience climatique. Eh bien, après le journal télévisé, vous allez suivre l'intégralité de ces reportages sur la chaîne 2 et 3, reportage complet qui vous sera transmis de Dubaï, où se tient le sommet du COP 28. Eh bien, la communauté internationale se retrouve à Dubaï pour la conférence de l'ONU sur le climat. L'Union européenne compte faire entendre sa voix lors de cette COP28 avec un message simple auprès de ses partenaires. Il faut faire preuve d'ambition. Pour l'Union européenne, l'établissement du premier bilan mondial, Global Stockholm, sera une étape importante pour évaluer les efforts réalisé depuis l'accord de Paris en 2015 et ce qu'il faut encore faire pour limiter la hausse des températures autour de 1,5 degrés Celsius. L'Union européenne et les pays développés seront attendus par leurs partenaires sur la question du financement de l'action climatique du fonds pertes et dommages créé lors de la COP précédente. Cet outil doit répondre aux préjudices causés par les effets néfastes du changement climatique. Retour à Djibouti, où le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta, a reçu aujourd'hui le président du Conseil de la direction présidentielle de la République arabe du Yémen, M. Tarek Salah Mohamed. Le président de l'Assemblée a souhaité la bienvenue à la délégation yéménite en République de Djibouti. La consolidation des relations bilatérales entre les pays frères ont été au menu de discussion. Le vice-président yéménite a été accompagné de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, M. Abdallah Moussalem Al-Sourari, et du vice-ministre de l'Industrie et au Commerce, M. Salah Salman, du gouvernorat de Taïs, M. Nabil Shamsan,
et du gouvernorat de Hodeïda, M. Al-Hassan Tahir, et du directeur de cabinet à la vice-présidence, Dr Adel Hussein. Au cours de ces discussions, le vice-président a demandé la collaboration de Djibouti pour lutter contre la piraterie maritime. Le président de l'Assemblée nationale leur a assuré du soutien indéfectible de la République de Djibouti. On reste toujours dans les arcanes de l'hémicycle national où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu ce matin dans son salon d'honneur une délégation de haut niveau de la BRED, conduite par M. Jean-Paul Julia, directeur général du groupe BRED. Outre le directeur général du groupe, la délégation a été composée de M. Stéphane Magava, directeur international de la BRED, de M. Régis Bariak, directeur général de la BCI-MR, et de M. Abdallah Ibrahim, directeur adjoint de la BCI-MR. Le directeur général du groupe BRED a affirmé que l'institution bancaire qu'il dirige depuis peu comptait s'impliquer encore davantage dans le financement de l'économie djiboutienne et surtout continue de supporter les entreprises djiboutiennes qui voudraient investir dans le secteur prioritaire et à contribuer l'ISPO facto au développement du pays. Comme président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, il a exprimé sa satisfaction à l'égard de l'implication de la BCI-MR, première banque de la place, à étendre ses activités sur l'ensemble du territoire. À la fin de la rencontre, le directeur général de la BCI-MR, M. Régis Bariak, a exprimé ses remerciements au président de l'Assemblée nationale pour sa disponibilité, ses encouragements et son soutien à l'endroit de l'institution bancaire de la place. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la ministre de la Femme et de la Famille de Djibouti, Mme Mouna Ousmane Aden, a présidé hier une réunion ministérielle. L'ordre du jour incluait la stratégie régionale de l'IGAD pour l'exercice, l'égalité des sexes et le plan de l'action régionale pour les femmes, la paix et la sécurité. La réunion a rassemblé des représentants des États membres de l'IGAD, du système des Nations Unies, d'organisations régionales et internationales, ainsi que des experts en genre. Sous la présidence de l'IGAD, en tant que président de l'IGAD, la ministre a souligné l'importance de ce document pour promouvoir l'équité, l'égalité des chances. La stratégie vise à renforcer la coopération régionale pour atteindre la paix et la prospérité, tandis que le plan d'action énonçait des mesures concrètes pour la prévention des conflits, la médiation et l'inclusion des femmes dans le processus de paix. La ministre a insisté sur l'impact positif de l'éducation des femmes pour le développement durable, la stabilité et la paix. Les participants ont également souligné l'appel des Nations Unies pour les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les États membres ont convenu d'adopter et de mettre en œuvre ces documents de manière collaborative, soulignant l'importance de promouvoir une masculinité positive pour progresser dans les droits des femmes et des filles dans la région. Eh bien, dans la foulée, la ministre, Mme Mouna Ousmane Aden, a demandé aux participants d'observer une minute de silence pour les peuples frères du Soudan, mais aussi de la Palestine. Plus loin, elle a présenté les tenants et aboutissants de cette stratégie et l'impact positif de l'éducation des femmes pour le développement durable, la stabilité et la paix. Écoutons la ministre. Heureuse de l'honneur que vous me faites pour présider les travaux de cette réunion ministérielle pour l'adoption de la stratégie régionale du genre de l'IGAD et du plan d'action régional sur la femme et la paix. La mise en œuvre de cette stratégie et de ce plan d'action marque une étape cruciale dans la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la consolidation de la paix et la construction d'un avenir plus stable et prospère. Les femmes, en tant que porteuses de vie et gardiennes de la communauté, ont souvent été touchées de manière disproportionnée par les conflits. Leur inclusion active et significative dans le processus de paix est donc impératif pour garantir une paix durable. La reconnaissance formelle de l'importance du genre dans la promotion de la paix et de la sécurité est un témoignage de la maturité de notre région face aux défis contemporains. En adoptant cette stratégie et ce plan d'action, nous affirmons collectivement notre engagement envers l'égalité des sexes, la justice sociale et la construction d'un avenir où chaque individu, indépendamment de son genre, peut réaliser son plein potentiel. Mesdames et messieurs, cette stratégie genre sert de cadre pour promouvoir l'égalité à tous les niveaux de la société, mettant l'accent
sur l'autonomisation des femmes, la création d'opportunités équitables. Elle reconnaît l'inclusion des femmes. L'inclusion des femmes ne doit pas être perçue comme une simple obligation, mais comme une stratégie pragmatique pour renforcer la stabilité. Le plan d'action régional sur la femme et la paix vient compléter cette stratégie en définissant les mesures concrètes pour intégrer les femmes dans tous les aspects des efforts de la paix. Cela inclut leur participation dans le processus de médiation, leur accès à l'éducation et à la formation, la protection de leurs droits fondamentaux dans les situations de conflit. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi ces colloques thématiques, où je vous dis dans le titre, sur la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap qui s'est achevée aujourd'hui au Palais du Peuple avec la participation du secrétaire général du gouvernement, la ministre des Affaires sociales, de la solidarité, la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, la ministre de la Ville, de l'urbanisme et de l'habitat, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires musulmanes et des biens WACF, le directeur général de l'ANPH, les partenaires techniques et financiers de l'ANPH, les associations des personnes handicapées et les chercheurs de l'Institut Erika. Au programme, l'équipe Erika a brièvement présenté les défis rencontrés par chaque pilier lors de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap. Par la suite, ils ont partagé des recommandations issues des échanges et réflexions du colloque thématique. Ensuite, le conseiller technique du directeur général de l'ANPH a exposé le plan d'action de l'ANPH, intégrant les recommandations issues des échanges et réflexions lors du colloque thématique. Pour moi, de prendre la parole au nom du Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de la clôture de la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap. Il y a quelques années, lorsque nous faisions la première enquête de prévalence de l'handicap à Djibouti, nous avions, avec le gouvernement, relevé qu'une personne sur 10 à Djibouti vit avec un handicap, quel qu'il soit. Et ceci a été le leitmotiv de faire cette première stratégie nationale de l'handicap. Et nous sommes heureux qu'à mi-parcours, nous puissions tous ensemble nous arrêter, regarder dans le rétroviseur et faire un point pour savoir si nous sommes en train d'aller vers la bonne direction. Et je voudrais saluer, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et monsieur le directeur général de la NPH, cet effort d'accomptabilité, de responsabilité que nous sommes tous en train de prendre ici pour nous assurer que nos efforts conjoints et collectifs vont aller vers les objectifs initiaux que nous nous sommes fixés. Eh bien, comme je vous disais, l'objectif de ces colloques thématiques est d'évaluer la progression vers la réalisation des objectifs de la stratégie nationale du handicap. Écoutons le secrétaire général du gouvernement. C'est d'abord vraiment un grand plaisir pour moi de me tenir aujourd'hui devant vous afin de clôturer ces 4 jours intenses de travaux et de réflexions au cours duquel vous avez pu examiner de près l'état d'avancement de notre stratégie nationale du handicap 2021-2025. Les résultats de vos travaux et les résultats des discussions qui ont eu lieu nous ont été présentés et sont intéressants. Pendant ces 4 jours, l'équipe de la NPH, les représentants des départements sectoriels, les représentants de la société civile, les représentants des partenaires techniques et financiers ont œuvré sans relâche et ont montré, à travers leur contribution à ce colloque, l'intérêt et la détermination à faire progresser l'inclusion et le bien-être des personnes en situation de handicap dans notre société. Pour ces efforts et pour cet engagement, permettez-moi humblement de vous remercier. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez si bien rappelé, le premier point qui a été souligné concernait l'important arsenal juridique que nous avons mis en œuvre et qui contraste avec la jeunesse de notre institution. La NPH a été créée en 2017 et quand on voit l'étendue des réalisations qu'elle a réalisées, on a l'impression que cette institution est là depuis plus de 20 ans. L'immensité donc du travail qui a été réalisé est le fruit d'abord d'une détermination sans faille du chef de l'État qui, année après année, tient personnellement
à participer à la journée du handicap. Cette journée, le directeur l'a mentionné, elle aura lieu donc exceptionnellement le 7 décembre 2023 au lieu du 3 décembre pour cause donc de participation à la COP28 qui débute aujourd'hui à Dubaï. À cet effet, je crois qu'il ne faut pas oublier que les victimes du changement climatique sont également et sont surtout les personnes à besoins spéciaux, car elles sont les premières victimes des catastrophes naturelles, alors qu'elles demeurent largement oubliées dans la stratégie d'atténuation des risques climatiques. J'espère, Monsieur le Directeur Général, que l'année prochaine, à la prochaine COP, vous serez invité à participer à cette COP-là. Eh bien, voici les propos de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité lors de ce colloque thématique sur la revue à mi-parcours de la stratégie nationale du handicap. Vraiment très honorée d'être ici également lors de la revue à mi-parcours du colloque justement concernant la stratégie. En effet, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités travaille en étroite collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées. Et nous sommes vraiment très honorés de servir les personnes handicapées, comme l'a dit le directeur général. Ils font partie de notre société, il n'y a pas de solidarité sans les handicapés. Je voudrais également remercier la présentation qui a été faite, les deux présentations qui ont été faites, surtout la présentation du LYRICA. Et j'aimerais également souligner que nous sommes en tout cas très touchés par justement cette revue, parce que nous ne pouvons pas nous occuper de tout, nous ne pouvons pas aussi peut-être atteindre toutes les informations, et il est tout à fait important que les associations également et toutes les forces vives du pays puissent rappeler au gouvernement les manquements que nous pouvons observer ou même les défaillances. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer la situation des handicapés. Les stratégies également du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, les différentes stratégies, depuis la création du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, c'est-à-dire depuis 2008, ces programmes de filets sociaux concernaient en fait l'accès à une alimentation saine, soit à travers les transferts monétaires qui est le PNSF national, soit à travers bien sûr maintenant les distributions des vivres. Également a été initié des programmes pour les étudiants pour avoir un accès équitable à l'université et pouvoir être diplômés. Il fallait aider davantage les étudiants venant des régions et très spécifiquement des bourses spécifiques aux personnes handicapées et exclusives d'ailleurs aux personnes handicapées a été initié. Au jour d'aujourd'hui, nous accompagnons des lycéens et des universitaires en leur octroyant des bourses. C'est d'ailleurs les seules bourses que la République de Djibouti octroie en territoire national, et c'est en faveur des personnes handicapées. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de renforcement de l'employabilité et de la lutte contre le chômage. Une réunion de concertation avec les promoteurs des futurs hôtels a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. L'objectif de cette réunion portait sur la question de l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'hôtellerie. Lors de cette réunion, M. Mohamed Samadiri, ministre du Commerce et du Tourisme, a souligné que l'ouverture des nouveaux projets d'hôtels contribuera à la création d'emplois, mais aussi attirera une masse importante de touristes dans notre pays. L'USAID, qui est un partenaire important de ce programme de l'employabilité, participe également à cette réunion et travaille conjointement avec l'Agence nationale du tourisme. À tour de rôle, les différents représentants des hôtels ont pu exprimer leurs doléances et leurs attentes en termes de compétences recherchées dans le milieu de l'hôtellerie. Ceci permettra de rendre le secteur très compétitif à être à la hauteur de la concurrence mondiale. Eh bien, le ministre du Commerce et du Tourisme a souligné que l'ouverture de ce nouveau projet d'hôtel contribuera à la création d'emplois. Écoutons-le. À la politique édictée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Merkelé, dont l'objectif est d'améliorer considérablement la position et la visibilité de Djibouti sur l'échiquier mondial. Mon département met en œuvre les orientations stratégiques du schéma directeur pour le développement durable du tourisme. Notre objectif étant d'attirer 500 000 touristes d'ici l'année 2035. En effet, à travers la stratégie nationale de développement du tourisme, nous ambitionnons de faire passer la contribution du tourisme au PIB de 3% actuellement à 15% à l'horizon 2035. Et c'est dans le document stratégique de notre pays comme la vision 2035. Djibouti, avec 9 projets hôteliers actuellement en cours,
totalisant une capacité d'accueil de 700 chambres, nous estimons une création de 595 emplois directs et potentiels à court terme, sans compter que ces investissements généreront également plusieurs centaines d'emplois indirects. En effet, le secteur de l'hôtellerie a un potentiel significatif pour répondre aux problèmes du chômage des jeunes. Ces nouveaux hôtels augmenteront la capacité d'accueil du pays, attirant ainsi davantage les touristes nationaux et internationaux. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a co-présidé lundi dernier la clôture des travaux d'un atelier bilan dédié à la revue conjointe du plan d'action de l'éducation, le PAEF 2021-2025 du MENFOP pour les années 2021 et 2022, avec Mme Bit Dastel, représentante de l'UNICEF à Djibouti et chef de file du groupe local des partenaires de l'éducation, tous les partenaires, ont pris part à cet atelier de la revue conjointe, notamment la JICA, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'USAID, l'ambassade de France. Cet atelier, qui s'est tenu du 27 au 28 novembre, a rassemblé de nombreux acteurs responsables d'établissements scolaires, des cadres du MENFOP, des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Au cours de ces 2 jours, les participants ont passé en revue les réalisations du MENFOP au cours des dernières années, le confrontant aux prévisions initiales et identifiant les obstacles à la réalisation des objectifs fixés lors de l'élaboration. L'objectif principal de cet atelier de restitution était de partager les résultats, les conclusions et les recommandations issues de la revue conjointe du PAEF, notant que le PAE représente un cadre stratégique guidant les actions et les politiques éducatives dans le pays, visant à améliorer la qualité de l'éducation et à relever les défis actuels du système éducatif. Globalement, les résultats de la revue conjointe ont relevé des avancées significatives dans divers domaines, notamment la modernisation des infrastructures scolaires, l'amélioration de la formation des enseignants, l'accès équitable à l'éducation pour tous, les groupes apprenants, la promotion de l'éducation inclusive et la sensibilisation aux défis environnementaux. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a remercié au nom du ministre, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, tous les participants pour la réalisation de cet exercice devenu une tradition au MENFOP. La représentante de l'UNICEF à Djibouti s'est dit réjouie de la tenue de cette revue sectorielle, a félicité le ministère, les partenaires sociaux et les partenaires au développement pour les avancées notables à la transformation du système éducatif. Autre actualité nationale, direction le Nord, où toujours en tournée dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence envers les femmes, la délégation conduite par la secrétaire générale de l'UNFD s'est rendue le 28 novembre dernier à l'antenne de l'UNFD dans la région de Bok pour distribuer des kits de matériel de couture à 15 jeunes filles en fin de formation professionnelle. L'UNFD a créé des centres de formation professionnelle dans les régions de l'intérieur en collaboration avec l'ONG internationale LIA pour donner à des jeunes filles à risque ayant abandonné l'école la chance d'acquérir des compétences en couture et en coupe. Ensuite, Mme Fatou Moussa Abdi, secrétaire générale de l'UNFD, la coordinatrice du projet, Mme Ruqia Al-Jama, et les femmes parlementaires ainsi que les autorités compétentes de cette région ont visité le centre d'autonomisation des femmes de Markazi. Les femmes du village des réfugiés Markazi de Bok ont présenté leurs produits artisanaux lors de cette visite pour marquer cet événement. On reste dans le domaine social ou dans le prolongement des programmes sociaux visant à améliorer les conditions des groupes vulnérables. L'ONG Al-Rahma, représentée par son bureau régional à Djibouti, a lancé des opérations de distribution des parrainages d'orphelins ou Kafala pour l'année 2023. La cérémonie de distribution de cette aide financière aux orphelins et aux filles nécessiteuses s'est tenue dans la salle des festivités du complexe développement Al-Rahma
sous le patronage de l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, M. Saoud Haddad Al-Jalil Al-Saïd, en présence du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oki Qaurah, et du conseiller technique du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, M. Mahmoud Bilal. Le directeur général de l'ONG Ar-Rahma, Abdelghani Qureshi, ainsi ont cité également à l'événement. Au cours de la cérémonie, les premiers et deuxièmes tranches des parrainages d'orphelins ou kafala fournis par les bienfaiteurs de l'État frère du Koweït ont été distribués, qui s'élèvent à 100 millions francs Djibouti. Plus de 2400 bénéficiaires ont bénéficié. Il convient de noter que depuis sa création, l'ONG Ar-Rahma s'intéresse aux familles à faible revenu à travers des projets de développement durable qui contribuent au développement humain, représenté par la construction des complexes d'écoles, d'orphelinats, d'hôpitaux et de centres de mémorisation du Coran, ainsi que du projet de construction des villages qui a contribué à la stabilité des familles et à la prise en charge des orphelins en fournissant un logement adéquat conformément aux efforts de la fondation IOG Droit au logement, créée par le président de la République, M. Ismaël Merguele, dans le but de résoudre les problèmes du logement social. De son côté, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, M. Saoud Haddad Al-Jalil Al-Saïd, a exprimé dans son intervention sa satisfaction et le plaisir de participer à l'événement de distribution des allocations aux orphelins et aux familles nécessiteuses, exprimant ses remerciements et sa gratitude au peuple djiboutien, à son gouvernement, sous la direction du président de la République, M. Ismaël Merguele, pour les facilités fournies aux institutions caritatives à Djibouti, en particulier koweïtiennes. Il a également remercié les bienfaiteurs du peuple koweïtien pour les dons, ainsi que les membres de l'ONG Ar-Rahma et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la mise en œuvre de ce projet caritatif au profit des orphelins et des familles nécessiteuses. De son côté, le conseiller technique du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, M. Mahmoud Bilal, a souligné l'importance concrète du projet de parrainage d'orphelins que l'ONG Ar-Rahma mène à travers son bureau à Djibouti dans le but d'alléger les souffrances des orphelins et des familles nécessiteuses. Il a rappelé que son département ministériel encourage les organisations caritatives travaillant à Djibouti qui s'occupent des programmes, projets sociaux, louant en même temps le rôle central joué par l'ambassade du Koweït à Djibouti afin de verser ses cotisations à leurs bénéficiaires. Le conseiller technique du ministère des Affaires sociales a également profité de cette opportunité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude aux bienfaiteurs de l'État frère du Koweït. Ainsi, l'ONG Ar-Rahma, en particulier en ce qui concerne les programmes sociaux et autres éducatifs. Son intervention, Mahmoud Bilal a confirmé l'importance du programme de parrainage d'orphelins dont l'initiative revient au président de la République, M. Ismaël Merguele, à travers la mise en place du Diwan Al-Zaka. Pour sa part, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oki Qaurah, a affirmé que cette occasion s'inscrit dans le cadre du programme caritatif visant à améliorer les conditions de vie des orphelins, des familles pauvres en particulier, compte tenu des prix élevés de la nourriture et des fournitures scolaires. Cette institution qui touche à tous les domaines de l'éducation, de la santé, du développement, du logement et autres, louant les solides relations, a-t-il affirmé, entre Djibouti et l'État du Koweït. Fin de citation. Tout à fait autre chose cette fois-ci, l'Union de la presse francophone, en collaboration avec l'Union européenne, ont organisé un atelier de concertation entre les médias et la société civile au Palais du Peuple. Cette rencontre a pour objectif de permettre à la société civile d'être plus interactive avec les médias en connaissant mieux les rouages et en ayant plus de contacts au sein des médias. À Djibouti, la société civile compte beaucoup d'acteurs qui sont classés comme associations ou ONG d'utile public. Elle intervient dans divers domaines, dans l'éducation, la santé, le sport, l'environnement. Les actions qu'ils mènent sur le terrain sont parfois, a-t-il rappelé, relatées dans la presse nationale de manière sporadique, que ce soit au niveau de la presse écrite ou l'audiovisuel ou la presse en ligne. La société civile djiboutienne n'a pas un contact régulier avec la presse nationale. Durant cet atelier, les participants seront formés aux méthodes et moyens de communiquer avec les médias et les réseaux sociaux seront renforcés afin de leur permettre de mobiliser plus rapidement et d'informer efficacement un plus grand nombre d'acteurs. À la fin de la formation, ils ont acquis un meilleur compréhension qui est le plaidoyer de la communication vers les médias. Que la société civile soit dans la capacité de pouvoir mieux connaître les médias qui sont présents à Djibouti et mieux coopérer avec eux. Fait divers cette fois-ci, les gendarmes de la brigade d'Ali Sébié
accompagnés par les gendarmes des transports ferroviaires, ont intercepté plutôt une voiture. Mais avant d'y aller, écoutons à présent l'extrait du président de la presse francophone. A pour objectif de permettre à la société civile d'être plus interactive avec les médias en connaissant mieux le rouage et en ayant plus de contacts au sein des médias. Comme vous le savez, les médias sont des outils indispensables pour influencer l'opinion publique et les décideurs. Les organisations de la société civile peuvent utiliser les médias pour plaider en faveur des politiques et des changements sociaux qui correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs. Les reportages, les interviews et les articles d'opinion peuvent contribuer à façonner les perceptions et à encourager l'action. Elles peuvent offrir une plateforme permettant aux organisations de la société civile de sensibiliser le public et à leur cause, de partager leurs missions et objectifs et de donner de la visibilité à leurs activités. Cela contribue à mobiliser un soutien public et à attirer l'attention sur les problèmes qu'elles cherchent à résoudre. Comme vous le savez, à Djibouti, la société civile compte beaucoup d'acteurs qui sont classés comme associations ou ONG d'utilité publique. Elles interviennent dans divers domaines comme l'éducation, la santé, le sport, l'environnement, la migration, pour ne citer que ces... Eh bien, je vous dis dans le fait divers, les gendarmes de la brigade d'Ali Sebi, accompagnés par les gendarmes des transports ferroviaires d'Ali Sebi, ont intercepté mardi dernier, dans le secteur de Aramadoule, Ali Sebi, un véhicule de marque Prado, immatriculé numéro 595 de 42, conduite par le chauffeur. Lors de la fouille minutieuse effectuée sur le véhicule, il a été découvert qu'il transportait une quantité importante de contrebande, soit 27 colis, dont chaque colis contenait 100 paquets de 4 à raison de 1000 francs au marché local. Non loin de la cimenterie d'Ali Sebi, les gendarmes ont aussi 10 colis étaient dissimulés sous un arbre par les transporteurs. Quand le chauffeur de ce véhicule a été placé en garde à vue et il est poursuivi pour le transport illégal de la contrebande de 4. La marchandise a été détruite sur place en présence des agents de la douane. La valeur totale de cette marchandise a été estimée à plus de 3 700 000 francs Djibouti. Quand au véhicule ayant servi au transport cette marchandise et contrebande, il a été immobilisé au sein de la brigade d'Ali Sebi face à ces actes contraires à la loi en vigueur qui représentent un impact négatif à l'économie du pays. Le haut commandement de la gendarmerie met en garde toute personne qui s'aventure à introduire des marchandises illégales dans le territoire national. Et je vous le disais dans le titre, dans l'actualité internationale, la résistance palestinienne et le gouvernement israélien ont parvenu à un accord pour prolonger la trêve humanitaire d'un jour supplémentaire. Selon le ministère qatari des Affaires étrangères qui a souligné l'intensification continue des efforts en vue d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. De son côté, le cabinet du ministre israélien a déclaré avoir reçu une liste des noms et des femmes et d'enfants israéliens détenus par la résistance palestinienne, conformément aux termes de l'accord, soulignant par la même occasion la poursuite de la trêve. Rappelons que le 6e vague de libération des détenus palestiniens et israéliens a eu lieu aujourd'hui à l'aube, après la libération par les autorités d'occupation de 30 prisonniers palestiniens, 16 enfants et 14 femmes. Cela s'est produit après que la résistance palestinienne a libéré 10 détenus israéliens ainsi que 4 thaïlandaises. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.